Mon fils a envoyé un message dans notre groupe de famille sur WhatsApp. Il pensait qu'il serait préférable que son père garde ses distances pendant un moment. Ma belle-fille a réagi avec un pouce bleu. J'ai répondu « Compris, je respecterai cela et je prendrai également mes distances concernant le paiement de votre crédit immobilier et les virements mensuels de 4 500 €. » Cette nuit-là, mon téléphone a explosé d'appels désespérés. Vous connaissez ce moment où vous sentez le sol se dérober sous vos pieds. J'étais dans ma cuisine à remuer une tarte aux pommes sur le feu, celle à la cannelle et à la muscade que ma grand-mère m'avait apprise et que mon fils Thomas adorait depuis qu'il était petit. La vapeur douce et réconfortante s'élevait, remplissant ma maison de l'odeur de souvenirs heureux. Mon portable a vibré sur la table. C'était une notification du groupe WhatsApp familial. J'ai essuyé mes mains sur le tablier bleu clair que je porte depuis des années, taché d'histoire et de repas partagés, et j'ai pris le téléphone. Mon cœur était calme. Peut-être était-ce Thomas qui organisait le déjeuner dominical, ou ma petite fille Léa qui m'envoyait un dessin. À 68 ans, ces petites joies illuminaient encore mes journées. Mais ce que j'ai lu sur cet écran m'a glacé le sang. Tout le monde, nous avons décidé qu'il vaut mieux que papa garde ses distances pour le moment. Nous traversons une période délicate et avons besoin d'espace. 47 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour détruire 30 ans de sacrifices, de nuits blanches, de mains calleuses, dues au travail de maçonnerie, de rêves avalés pour que les siens puissent se réaliser. Mes yeux ont parcouru le message 3 fois, comme pour essayer de réarranger les lettres en quelque chose qui avait du sens, quelque chose qui ne déchirait pas ma poitrine en deux. Mais c'était là. Mon fils unique, le garçon qui venait de moi, que j'avais élevé seul après avoir perdu ma femme dans un accident quand j'avais 35 ans, me demandait de disparaître de sa vie. Et juste en dessous, comme un dernier coup de poignard, j'ai vu le pouce bleu de Sophie. Un pouce bleu comme s'il s'agissait d'une vidéo amusante, comme si c'était une nouvelle quelconque, comme si ce n'était pas ma vie, ma place dans cette famille que j'avais construite pierre par pierre. Ma sœur Martine était dans le groupe. Silence. Mon beau-frère Jean aussi. Silence. Personne n'a rien dit, personne ne m'a défendu, personne n'a demandé « Thomas, de quoi s'agit-il » J'ai éteint le feu. La garniture aux pommes a cessé de bouillonner, mais quelque chose en moi continuait à bouillir. Je me suis assis sur la chaise de cuisine, celle en bois foncé que j'avais rapportée de la maison de ma mère quand elle est décédée, et j'ai laissé tomber le téléphone sur mes genoux. Comment en suis-je arrivé là? Moi, qui travaillais 16 heures par jour comme maçon pour payer son école privée. Moi, qui n'ai jamais pris de vacances parce que chaque euro était compté pour qu'il ait tout. Moi, qui aurais pu me remarier. J'avais des propositions, oui, j'étais encore jeune, mais j'ai choisi de ne ramener personne à la maison pour éviter de perturber mon garçon, pour qu'il grandisse en sachant qu'il était ma priorité absolue. Maintenant, à 68 ans, avec des mains calleuses et un dos courbé à force de porter tant de poids, j'étais mis au rebut comme un vieux meuble qui ne s'accordait plus avec la nouvelle décoration. Mais vous savez ce qui était pire, ce n'était pas ces mots. C'était son pouce bleu à elle, ce petit geste désinvolte, presque automatique. Cela m'a montré exactement ce que j'étais pour eux, un inconvénient. J'ai respiré profondément. L'odeur de la tarte flottait encore dans l'air, mais maintenant elle me donnait la nausée. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais ravalé mon opinion pour ne pas sembler autoritaire. Toutes les fois où j'ai souri quand Sophie me traitait froidement. Toutes les fois où j'ai fait semblant de ne pas remarquer que j'étais exclu, espérant que ce n'était qu'une phase, que les choses s'amélioreraient. J'ai repris le téléphone. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse, d'une colère froide et lucide que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai commencé à taper. Chaque mot était une décision, chaque virgule un choix. Compris, Thomas. Je respecterai ta demande et je prendrai également mes distances concernant le paiement de ton crédit immobilier, 2 800 € au mois, les virements mensuels, 4 500 €, et la mutuelle de Léa, 780 €. J'espère que vous aurez l'espace dont vous avez besoin. Bisous, papa.
J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai jeté le téléphone sur le canapé, je suis retourné à la cuisine et j'ai jeté toute cette garniture de tarte aux pommes, des heures de travail, des souvenirs de 3 générations, directement à la poubelle. Parce que juste là, à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. L'amour sans respect ne nourrit personne. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé d'appels désespérés, mais je n'étais plus disponible pour répondre. Et c'est l'histoire de comment j'ai finalement appris à valoriser la seule personne qui m'a toujours valorisé, moi-même. Si vous voulez savoir comment tout a commencé, comment j'en suis arrivé à ce point de rupture et ce qui s'est passé après cette nuit-là, restez avec moi. Abonnez-vous à la chaîne, car ce qui suit vous fera repenser chaque relation dans votre vie. Laissez-moi vous raconter comment je suis devenu l'intrus dans la famille que j'ai construite moi-même. Parce que personne ne se réveille un jour et ne décide simplement de se laisser humilier, vous savez. C'est un processus lent et silencieux, comme la rouille qui ronge le métal. On ne remarque les dégâts que lorsqu'il est presque trop tard. Tout a commencé il y a 3 ans, un samedi de mars. J'étais dans mon salon en train de réparer un meuble quand Thomas m'a appelé, excité. « Papa, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Je veux que tu rencontres Sophie. » Mon cœur a bondi. Mon fils, à 35 ans, avait toujours été réservé sur ses relations. L'entendre si radieux me remplissait d'espoir. Peut-être avait-il enfin trouvé quelqu'un avec qui fonder une famille, être heureux. La première fois que je l'ai vue, je l'ai trouvée belle. Cheveux longs et raides, toujours très bien habillés. Des ongles parfaitement manucurés, de ces gels qui coûtent une fortune. Elle m'a souri, m'a serré dans ses bras, m'a dit qu'elle avait beaucoup entendu parler de moi. « Vous êtes une inspiration », a-t-elle dit avec cette voix douce que j'ai appris plus tard à me méfier. Les premiers mois ont été normaux, dîner, déjeuner, conversation polie. Mais il y avait déjà des signes petits, presque imperceptibles. Comme cette fois où j'ai apporté un gâteau aux carottes avec un glaçage au chocolat. Une recette que je faisais toujours pour Thomas, lors de ses anniversaires. Sophie a regardé le gâteau, a souri et a dit « Comme c'est mignon, Henri, mais nous essayons de manger plus sainement, vous savez. Thomas va même à la salle de sport. » Et elle a poussé le gâteau dans un coin de la table comme si c'était quelque chose de honteux. Thomas n'a même pas protesté. Puis est venu le mariage simple dans une salle louée. J'ai proposé d'aider aux préparatifs, mais Sophie avait déjà tout sous contrôle avec sa mère, Céline. Je me suis retrouvé avec la fonction d'invité au mariage de mon propre fils. Mais le pire a vraiment commencé quand ils se sont mariés et que les demandes ont commencé à arriver. D'abord, c'était petit. « Papa, peux-tu prêter 800 € pour une formation en ligne dont Sophie a besoin? C'est important pour sa carrière. » J'ai donné l'argent sans hésiter. Après tout, elle était ma belle-fille, désormais membre de la famille. 2 semaines plus tard, papa, leur réfrigérateur est tombé en panne. « Veux-tu aider avec les 2500 €? J'ai aidé. 1 mois plus tard. « Papa, la voiture de Sophie a un problème. 3200 € pour les réparations. » J'ai encore aidé. J'ai toujours donné, toujours, parce que je pensais, c'est mon fils. S'il en a besoin, j'aide. C'est ce que font les pères. Mais ensuite est venue la demande. Thomas est apparu à ma porte un jeudi soir, avec cette manière légèrement gênée qu'il avait quand il allait demander quelque chose d'important. Il s'est assis sur le canapé, a joué avec ses mains et a finalement lâché. Papa, Sophie et moi avons trouvé la maison parfaite. C'est dans une résidence sécurisée, sûre, 3 chambres, un bon quartier pour quand nous aurons des enfants. Mais nous avons besoin de 90 000 € pour l'apport. 90 000 €. Mon estomac s'est retourné, c'était presque tout ce que j'avais économisé. Le terrain que ma défunte femme, Marie, avait acheté dans les années 80, qui avait pris de la valeur avec le temps, était ma sécurité, mon plan B au cas où quelque chose m'arriverait. Mais quand j'ai regardé dans les yeux de mon fils, j'y ai vu Marie, la même couleur miel, le même espoir, et j'ai pensé, à quoi me sert la sécurité si ce n'est pas pour aider ceux que j'aime? J'ai vendu le terrain, je leur ai donné les 90 000 €. Thomas m'a serré fort dans ses bras,
a dit que j'étais le meilleur père du monde, qu'il n'oublierait jamais ça. Sophie a envoyé un message. « Merci, beau papa, vous êtes un ange. » 3 mois plus tard, ils ont emménagé dans la maison. Mais lorsque la première échéance du crédit est arrivée, 2800 € par mois, Thomas m'a appelé anxieusement. « Papa, nous n'arrivons pas à joindre les 2 bouts. » Sophie n'a toujours pas réussi l'examen pour lequel elle étudiait et mon salaire ne suffit pas à tout couvrir seul. Peux-tu aider juste pour quelques mois jusqu'à ce que nous nous organisions? Juste pour quelques mois. Je savais que c'était un mensonge. Au fond, je le savais déjà. Mais les pères ont ce défaut. Nous croyons parce que nous voulons croire. J'ai pris en charge le crédit. Et puis les virements mensuels ont commencé. D'abord, c'était 2000 € pour aider aux dépenses du ménage. Puis c'est devenu 3500 €, puis 4500 €, toujours avec la même excuse, juste jusqu'à ce que nous nous stabilisions. J'ai fait des économies, j'ai annulé ma complémentaire santé et je suis resté avec juste le minimum de la sécurité sociale. J'ai arrêté d'acheter de nouveaux vêtements, j'ai commencé à manger plus de pâtes et de légumes, moins de viande. Mais j'envoyais l'argent chaque mois béni, parce que je pensais que j'investissais dans le bonheur de mon fils. Mais plus je donnais, moins je recevais en retour. Les déjeuners du dimanche, qui étaient autrefois sacrés, ont commencé à s'espacer. « Papa, nous sommes fatigués. Nous resterons à la maison aujourd'hui. » Ou « Papa, Sophie a invité sa famille. On se verra la prochaine fois. » Quand j'appelais, Thomas répondait précipitamment, toujours pressé. « Salut, papa. Je suis au milieu de quelque chose. Je te rappellerai plus tard. » Et il ne rappelait jamais. Quand Léa est née, ma belle petite fille aux grands yeux et aux joues rondes, j'ai pensé que les choses s'amélioreraient, mais elles se sont empirées. Sophie ne voulait pas que je tienne trop le bébé. Elle disait qu'il était important de respecter leur espace en tant que parents. Moi, qui avais élevé un fils seul, je devais maintenant demander la permission pour tenir ma propre petite fille. Et Thomas acquiesçait simplement, toujours à ses côtés. C'est ainsi que, petit à petit, je suis passé de père à distributeur automatique de billets. Jusqu'à ce dîner, le dîner qui a tout changé. Mais ça, je vous le raconterai mieux dans la prochaine partie, parce que ce qui s'est passé cette nuit-là a été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase que je ne savais même pas plein. 3 semaines avant ce message qui a tout détruit, j'ai reçu une invitation qui m'a rempli d'espoir. L'espoir insensé de quelqu'un qui croit encore que les choses peuvent s'améliorer. Sophie m'a appelé un mardi après-midi. « Henri, nous aimerions vous inviter à dîner chez nous samedi. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vraiment vu, n'est-ce pas ?» Sa voix était étrangement animée, presque forcée, mais je ne voulais pas être méfiant. Cela faisait 4 mois que je n'avais pas mis les pieds dans leur maison. 4 mois qu'ils étaient trop occupés pour me recevoir. Cette invitation m'a donc semblé comme une trêve, un signe que j'avais peut-être exagéré mes inquiétudes. J'ai passé toute la semaine à me préparer. Je me suis fait couper les cheveux chez le coiffeur. 40 € que je n'avais pas prévu de dépenser, mais je voulais avoir l'air bien. J'ai choisi ma chemise en soie vert de mer, celle que Thomas avait dit un jour m'allait bien. J'ai acheté une bouteille de Bordeaux à 60 €, parce que Sophie parlait toujours de vin sur ses réseaux sociaux, et j'ai fait une tarte au citron. Cette tarte était spéciale, pas juste une recette, mais un souvenir vivant. Quand Thomas avait 7 ans et qu'il a été hospitalisé pendant 3 jours pour une pneumonie, je lui ai promis qu'à sa sortie de l'hôpital, je lui ferais la meilleure tarte au citron du monde. J'ai passé tout l'après-midi dans cette minuscule cuisine de notre ancien appartement, à battre des blancs d'œufs avec une fourchette parce que nous n'avions pas de mixeur. Quand il a pris la première bouchée, ses petits yeux se sont illuminés. « Papa, c'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie. » Depuis lors, chaque fois qu'il était triste, anxieux ou avait besoin de réconfort, je faisais cette tarte. Je suis arrivé chez lui samedi à 19 h, pile à l'heure. J'ai sonné à la porte tenant la tarte à 2 mains, sentant mon cœur battre plus vite que la normale. Sophie a ouvert la porte en chaussons, ses pantoufles roses de chambre avec un pompon.
Elle ne s'était même pas changée. Elle portait un jogging et un t-shirt ample, les cheveux attachés en chignon négligé. « Bonjour, Henri. Entrez. » Pas d'étreinte, pas de sourire sincère. Je suis entré. La maison sentait la nourriture livrée, des boîtes de pizza empilées sur le comptoir de la cuisine. Pizza. Ils m'ont appelé pour dîner et ont commandé des pizzas. « Désolé, nous n'avons finalement pas eu le temps de cuisiner », a dit Sophie sans me regarder dans les yeux, retournant déjà au canapé où elle consultait son téléphone. Thomas est apparu de la buanderie, s'essuyant les mains sur une serviette. « Salut, papa !» Un rapide baiser sur la joue, mécanique. « Assieds-toi, mets-toi à l'aise. » Je me tenais dans le salon, tenant toujours la tarte et le vin, me sentant complètement déplacé. Léa était par terre, jouant avec des poupées. Quand elle m'a vu, elle a couru vers moi. « Papy !» Mon cœur s'est réchauffé. Au moins quelqu'un là-bas était encore heureux de me voir. « Léa, viens ici, laisse papy s'asseoir », a appelé Sophie d'un ton sec. J'ai mis la tarte dans le réfrigérateur. Personne n'a fait de commentaire. Personne n'a dit qu'elle sentait bon. Ou merci de l'avoir apportée. La tarte existait simplement là, ignorée. Nous nous sommes assis pour manger. Ou plutôt, ils ont mangé de la pizza directement de la boîte, tandis que j'en prenais 2 petits morceaux et les avalais de force. La conversation était étrange, pleine de pauses inconfortables. C'est alors que Sophie a commencé. « Vous savez, Henri, je regardais un documentaire l'autre jour sur la façon dont les générations plus âgées ont du mal à comprendre la vie moderne. » Elle a émis un petit rire, regardant Thomas comme si elle partageait une plaisanterie intérieure. Thomas lui a souri en retour. « Ouais, c'est ça, le monde a beaucoup changé. »« C'est vrai, » a poursuivi Sophie, attrapant une autre part de pizza. « Il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à lâcher prise avec leurs enfants. Ils restent dans cette dépendance émotionnelle. Vous voyez, ils pensent que leur fils doit être disponible tout le temps, qu'ils doivent rendre compte de tout. » Mon estomac s'est serré. Elle parlait de moi, sans dire mon nom, mais c'était de moi qu'elle parlait. « Je trouve ça tellement étouffant, » a-t-elle continué, me regardant maintenant directement. « Chaque couple a besoin de son propre espace, de son intimité. On ne peut pas avoir des gens qui entrent et sortent tout le temps, qui veulent donner leur avis sur tout. » J'ai avalé difficilement. Je n'ai jamais voulu être intrusif. « On ne parle pas spécifiquement de vous, Henri, » a coupé Sophie avec un faux sourire. Mais c'était de moi. Chaque mot était une pierre lancée dans ma direction. Thomas est resté silencieux. Il ne m'a pas défendu, il n'a pas dit « Papa, ce n'est pas comme ça ». Il a juste acquiescé et pris plus de pizza. La soirée a traîné. J'ai essayé de jouer avec Léa, mais Sophie a vite dit qu'il était l'heure pour la petite d'aller au lit. J'ai proposé d'aider avec la vaisselle. Il n'y avait que les boîtes de pizza, mais Sophie a dit que tout était déjà pris en charge. À 21h30, je me suis levé pour partir. Personne ne m'a demandé de rester un peu plus longtemps. « Oh papa, attends !» a dit Thomas quand j'étais déjà à la porte. Mon cœur a bondi. Peut-être allait-il vraiment me serrer dans ses bras, s'excuser pour l'atmosphère étrange. « As-tu fait le virement de ce mois-ci ? Le paiement du crédit est dû demain. » De l'argent ? C'est tout ce dont il s'agissait. J'ai déjà viré l'argent mercredi, ai-je répondu, sentant quelque chose se briser en moi. Oh, super, merci, conduis prudemment. J'ai quitté cette maison et je suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas encore pleuré, non. Je me suis juste assis là, avec mes mains sur le volant, regardant cette maison illuminée, la maison que j'avais payée, et me demandant quand j'avais cessé d'y être le bienvenu. J'ai conduit jusqu'à mon appartement en pilote automatique. En entrant, je suis allé directement au réfrigérateur. J'avais gardé une part de la tarte au citron pour moi. Je l'ai mangée debout seul, dans ma cuisine silencieuse, et le goût n'était plus le même. Parce que j'ai finalement compris, peu importe combien vous aimez, peu importe combien vous donnez, s'il n'y a pas de respect de l'autre côté, vous vous nourrissez juste de miettes. 2 jours plus tard, je découvrirais quelque chose qui transformerait cette douleur en décision. Et c'était en entendant quelque chose que je n'aurais jamais dû entendre. Il y a des choses dans la vie qu'une fois entendues,
on ne peut plus ne pas entendre. Elles sont gravées dans votre mémoire comme des cicatrices qui brûlent chaque fois que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ce jeudi-là. C'était exactement comme ça. 2 jours après ce dîner horrible, je me suis réveillé avec Léa en tête. Ma petite fille allait avoir 6 ans la semaine suivante, et j'avais passé tout le mois à fabriquer un train en bois pour elle. Pas n'importe quel train, mais un spécial, fait main, peint en bleu avec des détails blancs, comme celui avec lequel j'avais joué lors de mon premier jour d'école. J'avais gravé son nom sur le côté de la locomotive, Léa, avec tout l'amour de Papy Henry. J'avais aussi fait de petits rails, ajouté un sifflet rouge. Chaque coupe était une prière, chaque détail était de l'amour transformé en bois et en peinture. Je voulais que Léa ait quelque chose qu'aucun magasin ne pourrait vendre, quelque chose fait par les mains de son grand-père, chargé d'histoire. J'ai appelé Thomas pour lui faire savoir que je passerais déposer le cadeau. Personne n'a répondu. J'ai essayé le portable de Sophie, pas de réponse non plus. J'ai envoyé un message, vu mais pas de réponse. J'ai décidé d'y aller quand même. Il était 14h45, l'heure où Léa rentrait de l'école. Je pourrais laisser le cadeau et partir. Je n'avais même pas besoin d'entrer s'ils étaient occupés. Quand je suis arrivé, le portail était entrouvert. Probablement que le jardinier avait oublié de le fermer. Je suis monté jusqu'à la porte d'entrée, tenant le train enveloppé dans du papier de soie rose. J'ai sonné. Rien. J'ai sonné à nouveau. Silence. Mais je pouvais entendre des voix venant de l'intérieur. La télé allumée, peut-être. J'ai essayé la poignée de porte. La porte était ouverte. « Bonjour, il y a quelqu'un » ai-je appelé, poussant la porte lentement. Je suis entré dans le salon. Personne. La maison était calme, mais les voix continuaient. Elles venaient de la cuisine. Ce n'était pas la télé, c'étaient des gens qui parlaient. Mon instinct me disait de partir, mais quelque chose de plus fort me poussait en avant. J'avais besoin de savoir pourquoi il m'ignorait autant. J'ai marché vers le couloir. La porte de la cuisine était à moitié ouverte, et là j'ai entendu la voix de Sophie, claire et forte. « Je te le dis, maman, je n'en peux plus de cet homme. » Je me suis arrêté. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Elle était au téléphone avec Céline, sa mère. Il veut toujours donner son avis sur tout. L'autre jour, il est venu ici, essayant de m'apprendre comment faire des flocons d'avoine pour Léa, comme si je ne savais pas comment prendre soin de ma propre fille. Je fais semblant d'écouter, mais intérieurement je bouillonne. Ma main a serré le train. Je n'avais jamais rien enseigné. J'ai juste commenté une fois, une seule fois, que les flocons d'avoine étaient bons pour la digestion d'un enfant, parce que le pédiatre me l'avait dit quand Thomas était petit. Et Thomas ne dit rien. La voix de Céline résonnait à travers le haut-parleur. « Oh, il est fidèle à lui-même, tu sais. Il dit que c'est son père, qu'il a toujours été comme ça, qu'il faut être patient. » La voix de Sophie débordait d'irritation. Mais la patience a ses limites. L'homme paie la maison, paie les factures, et puis pense que cela lui donne le droit de contrôler nos vies. Mes jambes ont commencé à trembler. C'est à ce moment que j'ai entendu la voix de mon fils. Mon Thomas. « Sophie, raccroche ça. Tu peux finir de parler à Céline plus tard. Calme-toi, j'ai presque fini. Et maman, je te rappellerai plus tard. » Silence. Puis la voix fatiguée de Thomas. « Tu dois avoir plus de patience avec lui. Il est seul. Nous sommes tout ce qu'il a. » C'est exactement pourquoi il s'accroche tant à nous. Ce n'est pas sain, Thomas. Je sais. Tu sais, alors pourquoi ne fais-tu rien ? Sophie a élevé le ton. Je ne t'ai pas épousé pour avoir mon beau-père pratiquement vivant dans notre maison. Tout le temps c'est « je vous apporte des sucreries, j'apporte quelque chose pour Léa, est-ce que je peux passer dimanche ?» Il y a eu une pause qui était trop longue. « Je vais lui parler », a finalement dit Thomas. « Parler ? Quel genre de conversation ? Parce que de la façon dont tu parles, bientôt il sera de retour ici encore. » Sophie a émis un rire sec. « Écoute, je sais qu'il paie des choses, d'accord ? Je ne suis pas idiote, mais ça ne lui donne pas le droit de contrôler notre routine. Et autre chose, c'est lui le poids mort pour nous, pas nous pour lui. S'il ne nous avait pas,
Que ferait-il de sa vie? Rester assis seul dans ce vieil appartement à compter l'argent? Poids mort. Ces deux mots ont explosé dans ma poitrine comme une bombe. Moi qui travaillais depuis l'âge de 15 ans. Moi qui avais élevé un fils seul. Moi qui avais tout vendu pour leur donner du confort. J'étais un poids mort. Ne parle pas comme ça, Sophie. La voix de Thomas semblait faible, mais il n'était pas en désaccord. Il lui demandait simplement de ne pas parler comme ça, pas qu'elle avait tort. Je dis la vérité et tu le sais. Sophie a ouvert le réfrigérateur. J'ai entendu le bruit. Nous devons trouver une solution à cela. Soit il comprend qu'il doit nous donner de l'espace, ou quoi? Ou nous devrons être plus directs. Lui dire qu'il a besoin de reculer un peu pour son propre bien aussi. Je ne pouvais plus rien entendre. Ma vision s'est brouillée. J'ai fait 2 pas en arrière, les jambes tremblantes, serrant le train contre ma poitrine comme si c'était un bouclier. J'ai quitté cette maison de la même façon que j'étais entré, invisible, indésirable, jetable. Je suis monté dans la voiture, et là seulement, avec les portes fermées, j'ai craqué. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de Marie. J'ai pleuré parce que ça fait mal. Ça fait mal d'une manière qui n'a pas de remède. Découvrir qu'on compte si peu pour quelqu'un qu'on aime tant. Le train était sur mes genoux. Cette peinture bleue, ces détails blancs, ce nom gravé avec tant de soin. Léa, avec tout l'amour de Papy Henri. J'ai ramené le train à la maison. Il n'a jamais atteint les mains de ma petite fille. Et pendant 3 jours, 3 longs jours, je me suis enfermé dans mon appartement et j'ai laissé quelque chose mourir en moi. L'illusion que j'avais encore une place dans cette famille. Mais savez-vous ce qui arrive quand quelque chose meurt en nous? Parfois, autre chose n'est à sa place. Et ce qui est né en moi était quelque chose que je n'avais jamais imaginé avoir le courage de ressentir. La clarté. 3 jours. J'ai passé 3 jours enfermé dans cet appartement, ne mangeant pas correctement, ne dormant pas correctement, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que ruminer ces mots. C'est lui le poids mort pour nous, pas nous pour lui. Le premier jour, j'ai juste pleuré. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes, jusqu'à ce que ma gorge fasse mal, jusqu'à ce que mes yeux soient tellement gonflés que je pouvais à peine les ouvrir. J'ai ignoré les appels de Martine, ignoré les messages du groupe paroissial, ignoré le monde entier. Le 2e jour, la colère est venue, une rage sourde qui brûlait à l'intérieur comme des braises oubliées. J'ai marché d'un côté du salon à l'autre, parlant à moi-même, passant en revue chaque moment d'humiliation, chaque affront, chaque fois où j'avais avalé ma dignité et fait semblant que tout allait bien. J'ai pris le train de Léa, qui était toujours sur la table, celui que j'avais ramené et jamais livré, et j'ai failli le jeter à la poubelle. Mais je ne pouvais pas parce que ce n'était pas sa faute. Ce n'était pas la faute d'une enfant de 6 ans si les adultes autour d'elle avaient oublié ce qu'est la gratitude. Le 3e jour, quelque chose a changé. Je me suis réveillé à 5 heures du matin. J'avais à peine dormi, mais quand j'ai ouvert les yeux, mon esprit était étrangement clair. Je me suis levé, je suis allé à la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir. Ce que j'ai vu m'a effrayé. Un homme de 68 ans me fixait avec de profondes rides autour des yeux, des cheveux blancs en désordre, des épaules affaissées. Mais ce n'étaient pas les marques de l'âge qui m'effrayaient, c'était l'expression, c'était la défaite, c'était la résignation. C'était la capitulation. Et soudain, vous savez ce que j'ai vu dans ce reflet? Mon père, Robert, qui a élevé 5 enfants seul dans une ferme après que ma mère soit partie avec un autre homme. Il a travaillé jusqu'à ce que ses os lui fassent mal, jusqu'à ce que ses mains deviennent rugueuses à force de tant travailler, jusqu'à ce que sa colonne vertébrale se courbe à force de porter tant de poids. Et vous savez ce qu'il m'a dit une fois peu avant de mourir? Henri, ne laisse jamais personne te faire sentir petit, parce que tu ne l'es pas. Tu es la colonne vertébrale de ta vie, et une colonne vertébrale ne se plie pas. Elle se brise ou elle soutient. Choisis. J'ai regardé plus profondément dans le miroir et j'ai pris ma décision.
J'allais me soutenir moi-même. J'ai quitté la salle de bain, me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon vieux portable. Celui que Thomas m'avait donné il y a 5 ans, disant que j'avais besoin d'entrer dans le monde numérique. Je l'ai allumé et j'ai attendu qu'il se charge. Mes mains tremblaient encore, mais non plus de faiblesse, de détermination. Je suis allé dans l'historique de ma banque en ligne et j'ai commencé à imprimer chaque reçu de virement, chaque PayPal envoyé, chaque paiement de crédit. J'ai tout organisé par date dans des dossiers transparents, comme si j'assemblais un dossier juridique. Mars 2022, 2800 € de crédit plus 2000 € d'aide. Total. 4800 € avril 2022, 2800 € de crédit plus 2500 € d'aide. Total, 5300 € mai 2022, 2800 € de crédit plus 3000 € d'aide. Total, 5800 €. J'ai continué à additionner mois par mois, année par année. Les valeurs augmentaient avec le temps. De 5000 € mensuels à 7000 €, parfois 8000 € quand il y avait des urgences. Réparation de climatiseurs, problème de voiture, école privée de Léa. Quand j'ai atteint le total, mon estomac s'est retourné. 250 000 €. 250 000 € en 3 ans. Sans compter les 90 000 € pour l'apport de la maison. Sans compter les cadeaux, les vêtements que j'ai achetés pour Léa, les déjeuners que j'ai payés, les petits services qui sont devenus routiniers. J'ai imprimé le relevé complet, 42 pages de reçus. J'ai tout mis dans un dossier bleu et j'ai écrit sur la couverture avec un stylo noir. Historique des virements. Henri à Thomas et Sophie, 2022 à 2025. Puis je suis allé au tiroir de la commode où je garde les vieux documents et j'ai sorti l'acte de propriété de leur maison, parce que oui, j'en avais une copie. Après tout, j'avais donné l'apport, j'avais payé, j'avais le droit de l'avoir. J'ai lu chaque ligne, propriétaire, Thomas Auguste Martin et Sophie Costa Martin. Mon nom n'apparaissait nulle part, ni comme garant, ni comme donateur, ni comme rien. Légalement, je n'avais aucun droit sur cette maison, mais moralement, cette maison était la mienne. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Me Dupont, un avocat que j'ai rencontré il y a des années quand il avait besoin de faire réparer un costume, et était venu à mon atelier. Nous sommes devenus amis. Il me disait toujours « Henri, quoi que vous ayez besoin, vous pouvez m'appeler ». Il était temps d'en avoir besoin. Me Dupont, c'est Henri. J'ai besoin d'une consultation. C'est urgent. Il m'a reçu dans son bureau cet après-midi même. Je lui ai montré les reçus, l'acte de propriété, raconté toute l'histoire. Il a écouté en silence, lunettes sur le bout du nez, feuilletant les documents avec attention. Quand j'ai terminé, il a soupiré profondément. « Henri, légalement parlant, vous avez 2 options. Soit considérer tout cela comme un don, et alors vous ne pouvez pas le récupérer, soit déposer une action en recouvrement, affirmant qu'il s'agissait de prêts impayés. Mais je n'ai jamais fait de contrat, jamais demandé à ce qu'il signe quoi que ce soit. Je sais, mais les reçus sont tous là. Et plus important encore, y a-t-il un historique de communication entre vous? Des messages, des emails, des audios, où ils ont demandé l'argent? Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. J'ai sorti mon téléphone, ouvert WhatsApp et commencé à faire défiler. « Papa, j'ai besoin d'aide ce mois-ci. C'est serré ici. Papa, peux-tu déposer 100 € de plus? Une facture imprévue est arrivée. Papa, merci pour l'aide. Dès que nous nous stabilisons, nous te rembourserons. Nous te rembourserons. » Cette promesse apparaissait dans au moins 10 messages différents. Rembourser, rembourser, rembourser. Ils n'ont jamais remboursé. Voilà, ai-je montré à Me Dupont. Ils ont toujours dit qu'ils rembourseraient. Il a souri pour la première fois. Alors ce n'étaient pas des dons, c'étaient des prêts. Et les prêts doivent être remboursés. J'ai passé les 2 heures suivantes dans ce bureau à établir une évaluation complète. Me Dupont a été clair. Je pouvais aller au tribunal, mais ce serait long, épuisant, douloureux. Ou je pouvais faire quelque chose de plus direct. Simplement arrêter de payer, a-t-il dit. Il n'y a pas de contrat qui vous oblige. La maison est à leur nom, pas au vôtre. Vous pouvez à tout moment décider que vous ne voulez plus soutenir cela, et que peuvent-ils faire? Rien. Absolument rien.
Le plus qu'il puisse faire est d'essayer de vous poursuivre pour rupture d'accord verbal. Mais avec ces messages disant qu'ils vous rembourseraient, vous avez beaucoup plus de pouvoir pour les accuser de défaut qu'ils n'en ont pour vous accuser de quoi que ce soit. J'ai quitté ce bureau avec le dossier bleu sous le bras et une certitude dans la poitrine. Je n'étais pas un poids mort, j'étais la structure. Et les structures peuvent être retirées. Au cours des jours suivants, j'ai tout organisé. J'ai photographié chaque document, sauvegardé chaque conversation, préparé tout comme si je disposais un échiquier, et j'étais sur le point de faire échec et mat. Mais avant cela, je devais attendre leur mouvement parce que je savais dans mon âme qu'ils feraient quelque chose. Sophie n'avait pas de patience. Elle ferait pression sur Thomas et Thomas, faible comme il l'a toujours été quand il s'agissait d'elle, céderait. Je n'imaginais simplement pas que ce serait si rapide. 5 jours après ma conversation avec M. Dupont, mon téléphone portable a vibré avec une notification du groupe familial, et c'est là que tout a changé. J'organisais ma boîte à outils ce jeudi après-midi, des tournevis colorés étalés sur la table, des écrous et des boulons séparés par taille, des outils testés un par un. C'était une tâche que je faisais presque en transe, mes doigts travaillant d'eux-mêmes, tandis que ma tête était loin, planifiant les prochaines étapes. Depuis la conversation avec M. Dupont, j'avais mieux dormi. Pas parce que la douleur était passée, mais parce que maintenant j'avais de l'action. Et l'action guérit mieux que n'importe quel médicament. Mon téléphone portable était sur la table, à côté du jeu de tournevis. Quand il a vibré, je n'ai pas regardé tout de suite. J'ai pensé que c'était une publicité, ou un message de l'église, ou Martine m'envoyant une autre vidéo de recette qu'elle savait que je ne ferais jamais. Mais ensuite, il a vibré encore, et encore, et encore. J'ai pris le téléphone. C'était des notifications du groupe Famille Martin, ce groupe que Thomas avait créé quand Léa est née, disant que ce serait pour maintenir tout le monde connecté. En pratique, c'était devenu un espace mort où personne ne parlait vraiment, juste envoyer des messages de bonjour avec des fleurs et des souhaits d'anniversaire. J'ai ouvert l'application et lu. Tout le monde, nous avons décidé qu'il vaut mieux que papa garde ses distances pour l'instant. Nous traversons une période délicate et avons besoin d'espace. Merci de comprendre. J'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les mots ont commencé à danser sur l'écran. Ma vision s'est brouillée. J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas de la douleur, ce n'était pas de la colère. C'était une sorte d'incrédulité mêlée de soulagement. Oui, du soulagement. Parce qu'ils avaient enfin enlevé le masque. J'ai fait défiler vers le bas. Juste en dessous du message de Thomas, un pouce bleu. Sophie Costa-Martin a réagi avec un pouce en l'air, comme s'il s'agissait d'un post sur la météo, comme si ce n'était pas l'expulsion de son père, du grand-père de sa fille, de l'homme qui soutenait cette maison. J'ai regardé les autres membres du groupe. Martine était là, Jean aussi, ma cousine Hélène. Personne n'avait rien dit, juste le silence. Ce silence lâche de ceux qui voient l'injustice se produire et préfèrent prétendre que ça ne les concerne pas. J'ai remis le téléphone sur la table. J'ai respiré profondément. Mes mains ne tremblaient plus. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau et j'ai bu lentement. J'ai regardé par la fenêtre. C'était un après-midi clair, avec peu de nuages, le genre de journée qui nous trompe, faisant semblant que tout va bien dans le monde. Mais ce n'était pas le cas, et ça ne le serait plus jamais, pas de l'ancienne manière. Je suis retourné à la table, j'ai pris le téléphone et j'ai commencé à taper. Chaque mot était un choix conscient. Chaque virgule, une brique étant placée dans le mur que je construisais entre eux et moi. Compris, Thomas? Pause, respire. Je respecterai ta demande. Autre pause. Maintenant vient la bonne partie. Et je prendrai également mes distances concernant le paiement de ton crédit immobilier, 2 800 € mois, les virements mensuels, 4 500 €, et la mutuelle de Léa, 780 €. Une ligne de plus. J'espère que vous aurez l'espace dont vous avez besoin. Et enfin, bisous papa. Je l'ai lu 3 fois avant d'appuyer sur envoyer. Je voulais m'assurer que chaque mot était parfait, objectif, poli, implacable.
J'ai appuyé sur envoyer. Les doubles coches bleues sont apparues presque immédiatement. Vu. J'ai mis le téléphone en silencieux, l'ai tourné face contre la table et suis retourné à ma boîte à outils. J'ai pris un tournevis bleu et j'ai commencé à le tester. Mes mains étaient stables, mon cœur était calme, parce que pour la première fois en 3 ans, j'avais fait quelque chose pour moi-même. 15 minutes se sont écoulées, une demi-heure, 1 heure. À 19 heures, j'ai décidé de dîner. J'ai fait une simple omelette au fromage et à la tomate. Je me suis assis à la petite table de la cuisine et j'ai mangé en paix, mâchant lentement, savourant chaque bouchée. Je n'ai pas allumé la télé. Je n'ai pas mis de musique, juste le silence. Et ce silence, pour la première fois depuis longtemps, n'était pas lourd de solitude. Il était léger de liberté. À 21h30, je suis allé prendre une douche. J'ai laissé le téléphone dans le salon, toujours face contre table. J'ai pris mon temps sous la douche, laissant l'eau chaude laver non seulement mon corps, mais aussi 3 ans d'humiliation accumulée. En sortant, je me suis séché calmement, j'ai mis de la lotion sur mes mains, celle à la lavande que j'achetais toujours, mais que j'utilisais rarement parce que je devais économiser, et j'ai porté mon pyjama le plus confortable. Il était presque 23 heures quand je suis retourné au salon, et c'est à ce moment que je l'ai vu. Le téléphone vibrait, littéralement vibrait sur la table, se déplaçant latéralement avec tant de notifications arrivant en même temps, l'écran s'allumant et s'obscurcissant. S'allumant et s'obscurcissant comme un cœur paniqué. J'ai pris le téléphone. 47 appels manqués, 23 de Thomas, 15 de Sophie, 9 de numéros inconnus. Probablement eux appelant d'un autre téléphone quand ils ont vu que je ne répondais pas. Et les messages. Mon Dieu, les messages. Thomas 23-47. Papa, je dois te parler urgemment. Thomas 23-49. Papa, s'il te plaît, réponds. Thomas 23-52. Papa, ne fais pas ça. Thomas 23-55. Papa, je ne le pensais pas de cette façon. Thomas 23-58. Nous devons parler, c'était un mal. Sophie 15-28. Henri, je suis désolé si vous vous êtes senti offensé par le message de Thomas. Ce n'était pas notre intention. Nous traversons quelques problèmes et c'est sorti de travers. Sophie 15-45. Déjeunons ensemble. Parlons calmement. Je suis sûr que nous pouvons arranger ça. L'arranger comme si ce n'était qu'un malentendu, comme si 3 ans d'irrespect pouvaient être réparés avec un déjeuner. Je n'ai pas répondu. Le samedi matin, Martine est apparue. Elle n'a pas appelé à l'avance. Elle a juste sonné à la porte et crié « Henri, c'est moi, ouvre !» Je savais que c'était elle à sa voix. Martine a toujours été directe, pas de détour. J'ai ouvert la porte. Elle est entrée comme un ouragan dans ses tongs, cheveux attachés en queue de cheval, portant un sac avec des muffins aux myrtilles encore chauds. « Je suis venu prendre un café avec toi et je veux tout entendre », a-t-elle dit, passant devant moi directement vers la cuisine. « Mets de l'eau à chauffer, j'ai apporté du bon café aussi. » Nous nous sommes assis à la petite table. Pendant que nous mangions, je lui ai tout raconté. Du horrible dîner à la conversation que j'ai entendue, au message du groupe et ma réponse. Martine a écouté en silence, mâchant lentement, les yeux fixés sur moi. Quand j'ai terminé, elle s'est essuyée la bouche avec une serviette et a dit « Tu as fait ce qu'il fallait ». Ma poitrine s'est serrée. Je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre cela jusqu'à ce que je l'entende. Vraiment ? Vraiment, Henri ? Je t'ai vu t'effacer ces dernières années. Je t'ai vu devenir l'ombre de toi-même, chassant des miettes d'affection de ce garçon que tu as élevé. Et je n'ai rien dit, elle a soupiré, parce que je pensais que ce n'était pas mon combat, mais c'était. J'aurais dû te secouer il y a longtemps. Ils sont désespérés, ai-je murmuré, et ils vont devenir plus désespérés. Martine a pris un autre muffin. Maintenant, ils vont devoir devenir de vrais adultes, payer leurs propres factures, prendre la responsabilité de leurs propres choix. Et tu sais ce que je pense ? C'est la meilleure chose que tu pouvais faire pour eux. Ça n'en a pas l'air. Ça n'en a jamais l'air au début. Elle m'a regardé avec ce sérieux que seules les sœurs aînées ont.
Mais une fois que la poussière sera retombée, peut-être, juste peut-être, comprendront-ils quel genre d'homme tu es. Martine est restée avec moi le reste de la matinée. Nous avons regardé un mauvais film à la télé, ri de choses stupides, mangé du flan au chocolat directement dans le bol. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais léger. Quand elle est partie dans l'après-midi, elle m'a serré fort dans ses bras et m'a chuchoté à l'oreille « Ne cède pas, Henri, promets-le-moi. » Je promets. Mais la vérité était que je ne savais toujours pas si je pouvais tenir cette promesse, parce que si ma tête était ferme, mon cœur saignait encore. Le dimanche, ils ont essayé à nouveau. Cette fois, ils ont envoyé Léa. J'ai entendu sa petite voix à travers l'interphone. « Papy, c'est moi, Léa. Papa dit que tu es triste. Je t'ai apporté un dessin. » Mon cœur s'est brisé. J'ai appuyé sur le bouton. « Bonjour ma puce. Papy ne se sent pas bien aujourd'hui, d'accord? Mais je suis si heureux de savoir que tu as fait un dessin. Demande à papa de t'amener un autre jour. »« Tu es malade, papy ?» J'ai fermé les yeux. « Non, ma chérie, juste fatigué. Mais papy ira mieux bientôt. »« D'accord, je t'aime. Je t'aime aussi, Léa, plus que tout. » J'ai relâché le bouton et me suis effondré sur le sol, en pleurant. Parce qu'il y a des choses que nous faisons qui sont justes, mais qui font mal, comme si elles étaient fausses. Et me distancer de ma petite fille, même en sachant que c'était la faute de ses parents, pas la mienne, était l'une de ces choses. Mais je ne pouvais pas céder. Pas maintenant, pas après être venu si loin. Le lundi, le paiement du crédit était dû, et cette nuit-là, Thomas m'a envoyé le plus long message que j'ai jamais reçu de lui. « Papa, le paiement est dû. Nous ne pouvons pas le payer. J'ai essayé d'obtenir un prêt de la banque et ils ne l'ont pas approuvé. Sophie est désespérée. Léa a demandé après toi 3 fois aujourd'hui et je ne sais pas quoi lui dire. Papa, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai blessé, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne nous laisse pas perdre la maison. Pas par orgueil, s'il te plaît. Pas par orgueil. Il pensait que c'était de l'orgueil. J'ai tapé lentement. Ce n'est pas de l'orgueil, Thomas, c'est de la dignité. Tu as demandé de l'espace, je l'ai donné. Tu m'as appelé poids mort, je l'ai entendu. Maintenant tu dois comprendre que le respect ne se demande pas, il se gagne. Et quand il est perdu, parfois il ne revient pas. Je l'ai envoyé et j'ai éteint mon téléphone. Cette nuit-là, j'ai pleuré à nouveau, mais cette fois c'était un pleur différent. Ce n'était pas du désespoir, c'était du deuil, parce que j'enterrais le père que j'avais été, et je faisais de la place pour l'homme que je devais devenir. Et cet homme n'acceptait plus de miettes. Une semaine s'est écoulée. 7 jours d'un silence lourd, d'un téléphone portable que je gardais éteint la plupart du temps, de nuit où je me réveillais au milieu de l'aube en me demandant si j'avais fait ce qu'il fallait. Ce mercredi, j'étais dans le salon à plier le linge quand la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Martine, mais son visage était différent, tendu, nerveux. J'ai ouvert la porte. « Nous devons parler », a-t-elle dit, entrant sans attendre d'invitation. « Et tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire ?» Mon estomac s'est retourné. « Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Léa ?»« Non, la petite va bien, mais... » Martine a passé sa main sur son visage fatigué. « Assieds-toi, Henri, s'il te plaît. » Nous nous sommes assis sur le canapé. Elle a joué avec ses mains un moment, choisissant clairement les bons mots. « Tu te souviens comment je n'ai pas commenté quand Thomas a envoyé ce message dans le groupe ?» Je me souviens. C'est parce que j'étais trop choqué pour réagir sur le moment, mais après, j'étais vraiment en colère. Alors, vendredi dernier, j'ai appelé Sophie. Martine m'a regardé directement dans les yeux. Je voulais comprendre ce qui s'était passé, bon sang, pour qu'il te fasse ça. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Et elle s'est confiée à moi parce que je pense que Sophie me voit comme une alliée, tu sais. J'ai toujours été poli avec elle. Je ne me suis jamais immiscé. Alors elle pensait que je prendrais leur parti. Et qu'a-t-elle dit ? Martine a respiré profondément. Elle a dit que cette histoire de moment délicat était un mensonge. Il n'y avait pas du tout de moment délicat. Ce qu'il y avait, c'était un plan. J'ai senti mon sang se glacer.
Quel genre de plan? Sophie voulait t'éloigner parce qu'elle prévoyait de rénover la maison spécifiquement pour transformer la chambre d'amis, celle que tu utilisais quand tu dormais là-bas, en un dressing de luxe. J'étais paralysé. Un dressing, un dressing. Elle m'a même montré le projet Pinterest. Des miroirs du sol au plafond, des étagères illuminées, toutes ces choses sophistiquées. Budget, 30 000 €. Martine a secoué la tête avec incrédulité. Et elle l'a dit sans détour. Nous ne pouvons pas faire les travaux avec le beau-père qui vient ici tout le temps. Il voudra donner son avis sur tout. Il se plaindra du désordre, il sera pénible. Alors, ils ont décidé de le couper. Ma gorge s'est serrée. Le couper. Comme si j'étais une mauvaise herbe qui devait être élaguée. Martine a pris ma main. Mais il y a plus. Elle a dit autre chose qui m'a donné envie de traverser le téléphone et de la gifler. Quoi? Que tu étais trop collant? Qu'elle ne supportait pas que tu veuilles venir chaque week-end, vouloir faire partie de leur vie? Mais voici le meilleur, que nous avons besoin de son argent, alors nous devons trouver un moyen de maintenir le flux d'argent, mais sans qu'il soit là. Les mots sont tombés comme une brique sur ma poitrine. Maintenir le flux d'argent sans que je sois là, comme si j'étais un robinet qu'il pouvait ouvrir et fermer quand il le voulait, mais sans avoir à supporter le bruit de l'eau qui coule. A-t-elle littéralement dit ça? Mot pour mot. Et tu sais quoi d'autre? J'ai enquêté. Martine a sorti son téléphone de son sac et a commencé à faire défiler. Parce que quelque chose n'avait pas de sens. Il disait qu'ils étaient serrés, qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais Sophie est toujours en train de poster des photos dans des restaurants chers, avec de nouveaux vêtements, des ongles manucurés. Elle m'a tourné le téléphone. C'était l'Instagram de Sophie, une photo d'une table pleine de sushis. « Célébrer le vendredi », disait la légende. Elle a fait défiler davantage. Une autre photo, Sophie, avec un sac de créateur, souriant. Petit cadeau pour moi-même. Une de plus. Elle et Thomas dans un bar, des cocktails colorés sur la table. La soirée en amoureux est sacrée. C'est des 2 derniers mois, a dit Martine. Pendant qu'il pleurait, qu'il n'avait pas d'argent, regarde ce qu'il faisait. J'ai commencé à additionner mentalement. Ce restaurant japonais, au moins 350 € pour 2 personnes. Le sac, j'ai reconnu la marque, pas moins de 2000 €. Les sorties constantes, chacune coûtait facilement 500, 600 €. Il brûlait l'argent que j'envoyais, ai-je murmuré. Exactement. Et il y a plus. Martine m'a montré une autre photo. Celle-ci datait de 3 semaines. Sophie dans un magasin de décoration, tenant des échantillons de tissus. La légende, choisir les détails pour mon rêve qui devient réalité. Le dressing. Elle planifiait déjà ce fichu dressing avant même de me mettre dehors. Henri, comment as-tu découvert tout ça? Parce que j'ai fait attention à ce qu'elle ne disait pas. Quand je lui ai parlé, je lui ai demandé s'ils avaient besoin d'aide financière, si les choses étaient très serrées. Tu sais ce qu'elle a répondu? Oh, ce n'est pas si grave. Juste besoin de quelques ajustements. Ajustements? La femme qui, selon Thomas, ne peut même pas payer le crédit, a dit que c'était juste un ajustement? Mon sang bouillait. Tout était planifié. Ce n'était pas un moment de colère. Ce n'était pas du stress. C'était calculé, froidement calculé. Il y a encore une chose, a dit Martine avec hésitation, et celle-ci va faire mal. Dis-moi. Thomas, il était au courant de tout depuis le début. Elle a soupiré. Sophie l'a laissé échapper. Elle a dit qu'elle avait parlé avec Thomas et qu'il était d'accord que tu avais besoin d'espace. Elle a utilisé « vous » au pluriel, Henri, les deux ensemble. Mon fils que j'ai élevé seul, que j'ai habillé, nourri, envoyé à l'école, pour qui j'ai tout sacrifié. Il était dans le coup. Il savait que c'était un mensonge. Il savait que c'était pour m'éloigner, pour qu'il puisse rénover. Et pourtant, il a envoyé ce message. Je me suis levé du canapé et je suis allé à la fenêtre. J'avais besoin d'air, besoin d'espace pour traiter tout cela. Henri, la voix de Martine est venue de derrière, douce.
Je sais que ça fait mal, mais tu avais besoin de connaître la vérité. » Je me suis tourné vers elle. « Merci. Merci de me l'avoir dit. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai regardé ma sœur, cette femme qui avait toujours été à mes côtés, qui ne m'avait jamais jugé, qui était maintenant ici, m'apportant la vérité nue, même en sachant qu'elle me briserait. « Rien, » ai-je répondu. « Je vais continuer à faire exactement ce que je fais. Rien. » « Tu ne vas pas les confronter? Pourquoi? Pour entendre des excuses minces? Pour qu'ils inventent plus de mensonges ?» J'ai secoué la tête. « Non, ils ont creusé leur propre trou. Maintenant, ils devront trouver comment en sortir. » Martine a acquiescé lentement. « Et s'ils perdent à la maison ?» Cette question est restée en suspens, lourde, réelle. « Alors ils apprendront, » ai-je dit fermement. « Ils apprendront que quand on mord la main qui nourrit, on finit par avoir faim. » Martine est restée un peu plus longtemps, mais j'entendais à peine ce qu'elle disait. Ma tête était ailleurs. Je pensais à ce dressing à 30 000 €, à ces dîners coûteux, à ces sacs de créateurs. Tout financé par moi. Tout pendant qu'ils me disaient qu'ils étaient serrés, tout pendant qu'ils me traitaient comme un fardeau. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assis dans le salon, dans le noir, regardant le plafond, laissant la colère et la douleur se transformer en quelque chose de plus solide, la détermination. Parce que maintenant, ce n'était plus une question d'argent, ou de la maison, ou d'orgueil. C'était quelque chose de bien plus grand. Il s'agissait d'enseigner que l'amour sans respect est du vampirisme, et que je n'étais plus disponible pour être vidé de mon sang. Ils voulaient de l'espace, ils auraient tout l'espace du monde, et avec lui, ils auraient toutes les conséquences. 2 mois sont passés, 60 jours de silence absolu de ma part. 60 jours pendant lesquels leur monde a commencé à s'effondrer. Et je regardais, simplement. Ce n'était pas facile. Il y avait des nuits où je tenais le téléphone d'une main tremblante, presque en train de taper. « D'accord, parlons. » Il y avait des matins où je me réveillais avec une poitrine serrée, pensant à Léa, me demandant si elle me manquait, si elle était confuse, si elle allait bien. Mais chaque fois que je faiblissais, je me souvenais. Je me souvenais des mots « poids mort ». Je me souvenais du pouce bleu. Je me souvenais du dressing à 30 000 € qui valait plus que ma présence, et je restais ferme. Martine me tenait informé, non parce que je le demandais, mais parce qu'elle pensait que j'avais le droit de connaître les dégâts que mon absence causait. La première semaine, Thomas a essayé de négocier avec la banque, a demandé une prolongation du paiement. Ils ont obtenu 5 jours de plus, emprunté à la mère de Sophie, Céline. 2 800 € pour couvrir le crédit, mais juste le crédit. Le reste des factures est resté impayé. La deuxième semaine, ils ont coupé la télévision par câble. Puis l'abonnement de Sophie à la salle de sport, puis les dîners au restaurant. La troisième semaine, la banque a refusé la demande de prêt de Thomas. Historique de crédit compromis, ont-ils dit. Sophie a essayé de fractionner sa facture de carte de crédit et a découvert qu'elle était à la limite. Ils ont commencé à se disputer. Martine a entendu par la cousine de Sophie qu'ils étaient en crise. Eh bien, qu'ils goûtent à la crise que j'ai vécue pendant 3 ans, me serrant pour soutenir leur vie confortable. La 4e semaine, ils n'ont pas pu payer la 2e échéance du crédit. La banque a envoyé un avis. Un autre défaut et le processus de saisie commencerait. C'est à ce moment que Thomas est réapparu ici. C'était un samedi après-midi, presque 15 heures. Je lisais sur le balcon quand la sonnette a retenti. 3 courtes sonneries hésitantes. J'ai regardé par le Judas. C'était lui seul, sans Sophie. Et ce que j'ai vu m'a choqué. Mon fils, toujours si soigné, toujours en vêtements repassés avec ses cheveux en place, était une épave. Des cernes profonds, mal rasés, chemise froissée. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 mois. Quelque chose a bougé en moi. Cet instinct paternel, cette chose ancienne et profonde qui veut protéger, veut réconforter, veut réparer. Mais je n'ai pas ouvert la porte. Je suis resté là de l'autre côté, regardant à travers le verre déformé du Judas pendant qu'il attendait. Il a sonné à nouveau, puis a posé son front contre la porte.
Papa, je sais que tu es là. S'il te plaît, écoute-moi juste. Silence. J'ai tout gâché, je le sais, je n'ai pas d'excuses. Sa voix était brisée, rauque. Sophie, nous n'allons pas bien, elle me blâme, je la blâme. Et au milieu de tout ça, il y a Léa qui demande « Pourquoi papy ne vient plus ?» Ma poitrine s'est serrée à la mention de ma petite fille. Nous n'avons pas pu payer le crédit à nouveau. La banque va saisir, papa. Nous allons tout perdre. Je ne sais plus quoi faire. Il a attendu. Je suis resté silencieux. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Je sais que je t'ai traité comme si tu n'avais pas d'importance. Mais papa, tu es tout ce que j'ai. Tu l'as toujours été, et j'étais trop stupide pour le voir. Les larmes coulèrent sur mon visage, mais je n'ai toujours pas ouvert la porte, parce qu'il y avait une différence entre pardonner et être utilisé à nouveau. Et je n'étais pas encore sûr où se trouvait cette ligne. « D'accord », a-t-il dit après un long silence. « Je comprends. Je voulais juste que tu saches que je suis vraiment désolé. » J'ai entendu ses pas s'éloigner, entendu l'ascenseur arriver, entendu la porte se fermer, et c'est seulement là que je me suis effondré sur le sol et j'ai pleuré. Parce qu'aussi difficile que ce soit pour lui, aussi douloureux que ce soit pour mon cœur de père de voir mon fils comme ça, une partie de moi, la partie qui avait été écrasée, humiliée, mise au rebut, murmurait « Il doit apprendre, il doit comprendre ce qu'il a fait ». Une semaine plus tard, Martine m'a appelé. Ils se sont séparés. J'ai serré le téléphone plus fort. « Que veux-tu dire ?» Sophie a demandé le divorce, elle a dit qu'elle ne peut plus supporter la pression. Que c'est la faute de Thomas d'avoir ruiné la relation avec son père qui payait tout, qu'elle ne s'est pas mariée pour lutter. Mon estomac s'est retourné. Léa reste avec Thomas pendant la semaine, avec Sophie les week-ends. Mais Henri, la maison, ils vont devoir la vendre. La banque leur a donné un ultimatum. Soit ils perdent les arriérés plus pénalités, environ 15 000 €, soit elles passent aux enchères. 15 000 €. Une bagatelle comparée aux 250 000 € que j'avais déjà mis là-dedans. Et Thomas est dévasté. Selon la cousine de Sophie, il vit toujours dans la maison, mais peut à peine sortir du lit. Il a pris un congé au travail pour dépression. J'ai raccroché le téléphone et j'ai fixé un mur. Mon fils était en dépression. Mon fils perdait tout. Et une partie de moi voulait courir là-bas, le serrer dans mes bras, lui dire que tout allait bien, que j'allais arranger les choses. Mais l'autre partie, la partie qui avait appris à se valoriser, me tenait fermement dans cette chaise. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Tu ne peux pas aimer pour deux. J'ai passé les jours suivants en conflit interne, jusqu'à ce qu'un jeudi soir, je reçoive un message. Pas de Thomas, mais de Léa. C'était un message vocal, sa douce petite voix. « Papy, papa m'a laissé t'envoyer un message. Il est très triste. Il pleure tous les jours. Et je suis triste aussi parce que tu ne viens plus me voir. Tu ne m'aimes plus, papy. » Mon monde s'est arrêté. Tu ne m'aimes plus? Cette innocente enfant de 6 ans, pensant qu'elle avait fait quelque chose de mal, pensant que j'avais cessé de l'aimer. Cette nuit-là, pour la première fois en 2 mois, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Thomas. Il a répondu à la première sonnerie. « Papa ?» Sa voix était étranglée, pleine d'espoir. « Parlons, ai-je dit, mais pas chez toi, à mon appartement. Demain, 15 h, seul. Je serai là, papa. Merci. Merci de... » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse finir, parce que oui, j'allais parler et entendre ce qu'il avait à dire, mais cette fois, ce serait selon mes conditions. Dans ma maison, avec mes règles. Et s'il voulait une seconde chance, il devrait la mériter, parce que l'amour d'un père est infini, mais le respect de soi, ça, c'est non négociable. Et j'avais appris de la manière la plus douloureuse possible que sans respect, même le plus grand amour du monde devient une prison. Et j'avais choisi la liberté. Il était maintenant temps de voir s'il choisirait la responsabilité. Vendredi, 15 h, pile. La sonnette a retenti. J'étais assis dans le même fauteuil où je travaille habituellement, les mains pliées sur mes genoux, la colonne vertébrale droite. J'avais mentalement répété cette conversation environ 20 fois depuis la veille.
Je savais exactement ce que j'allais dire, comment j'allais le dire, et surtout ce que je n'allais pas accepter. J'ai ouvert la porte. Thomas était là avec un sac en papier à la main. À l'intérieur, j'ai reconnu à l'odeur sucrée de pommes et de cannelle, cette tarte que je faisais toujours pour lui. « Salut, papa !» Sa voix est sortie basse, presque un murmure. « Entre !» Il est entré lentement, comme s'il marchait sur un sol sacré. Il a regardé autour de lui, le salon qu'il connaissait depuis l'enfance, les photos au mur, le canapé où nous regardions la télévision ensemble le dimanche, comme s'il voyait tout pour la première fois. « Assieds-toi. » J'ai indiqué le fauteuil en face de moi. Il s'est assis, a placé le sac sur la table centrale. J'ai essayé de la faire comme tu l'as fait. Elle n'est pas sortie pareille. Mais, Thomas, ai-je coupé fermement, ce n'est pas pour la tarte aux pommes que tu es venu ici. Il a avalé difficilement. Je sais. Alors parle. Dis ce que tu es venu dire. Il a respiré profondément, les mains tremblantes. J'ai passé les 2 derniers mois en enfer, papa. Pas à cause de la maison, pas à cause de l'argent, mais parce que j'ai finalement compris ce que je t'ai fait. Je suis resté silencieux, le laissant continuer. Sophie, quand tout a commencé à s'effondrer, quand l'argent s'est tari, elle a montré qui elle était vraiment, m'a blâmé pour tout, a dit que j'étais faible, que j'avais tout ruiné en te laissant partir, comme si tu étais un investissement que j'aurais dû mieux retenir. J'ai entendu ça et j'ai ressenti un pincement, mais je l'ai laissé parler. Et c'est là que j'ai réalisé. Elle ne t'a jamais respecté. Et pire, je l'ai permis. Je l'ai vu te traiter mal, faire des commentaires, t'exclure, et je n'ai rien fait, parce qu'il était plus facile d'être d'accord avec elle que de te défendre. Pourquoi ? Ma voix est sortie plus dure que je ne l'avais prévu. Pourquoi était-ce plus facile ? Il a baissé la tête. Parce que je suis un lâche, papa. Je l'ai toujours été. Tu as élevé un homme faible, ou plutôt tu as élevé un homme fort, mais j'ai choisi d'être faible. Ces mots sont restés suspendus entre nous. Quand nous avons envoyé ce message au groupe, je pensais être mature, tu sais, établir des limites, créer de l'indépendance. Mais la vérité est que j'étais juste cruel et opportuniste. Il m'a enfin regardé dans les yeux. Parce qu'il était plus facile de t'éloigner que de confronter Sophie. « Et le dressing ?» ai-je demandé. 30 000 € que vous alliez dépenser tout en disant que vous étiez en difficulté ? Son visage est devenu pâle. « Tu es au courant ? » Je suis au courant de tout, Thomas. De la rénovation, des restaurants chers, des sacs de créateurs. Je sais que vous avez brûlé l'argent que j'envoyais tout en me ridiculisant. Il a couvert son visage de ses mains et a commencé à pleurer. Pas ces pleurs contenus d'un homme adulte, les pleurs d'un enfant, sanglotant, désespéré. Je suis tellement désolé, papa. Je suis tellement désolé. Une partie de moi voulait me lever, le serrer dans mes bras, lui dire que tout allait bien. Mais l'autre partie, la partie qui avait appris à se valoriser, me gardait fermement dans ce fauteuil. Je suis désolé, ne répare rien, Thomas. Je suis désolé, ne rends pas 250 000 €. Je suis désolé, n'efface pas les mots « poids mort ». Je suis désolé, ne guéris pas l'humiliation. Il a relevé son visage rouge, mouillé de larmes. Je sais. Je sais que je ne peux pas réparer ça, mais papa, j'ai besoin d'essayer. J'ai besoin que tu saches que j'ai appris. Appris quoi ? Que la famille n'est pas une question d'argent, que l'amour n'est pas opportun, que tu étais la seule personne dans toute ma vie qui a toujours été là, toujours. Et j'ai jeté ça. Pourquoi ? Pour une femme qui m'a quitté à la première difficulté, pour une maison que je vais perdre de toute façon, pour un style de vie qui n'a jamais été viable. J'ai respiré profondément. Et que veux-tu de moi maintenant ? Le pardon, a-t-il dit simplement. Juste le pardon. Je ne te demande pas d'argent, je ne te demande pas de sauver la maison, je te demande juste une chance de regagner ta confiance. Même si cela prend des années, même si je n'y arrive jamais complètement. Je me suis levé du fauteuil, suis allé à la fenêtre et regardé la rue en bas, les gens qui marchaient, vivant leur vie, chacun avec ses propres drames visibles et invisibles. Thomas, sais-tu quelle a été la pire partie de tout cela ?
Quoi? Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas l'ingratitude, c'était de réaliser que je m'étais perdu, que j'avais cessé d'être Henri. L'homme qui a élevé un fils seul, qui a travaillé jusqu'à ce que ses doigts saignent, qui a toujours eu de la dignité pour devenir simplement le père de Thomas, celui qui n'existait que pour servir, que pour donner, que pour disparaître quand ce n'était plus pratique. Je me suis tourné vers lui. Et quand tu m'as mis à la porte, tu sais ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé. Il m'a regardé fixement, les larmes coulant toujours. J'ai recommencé à prendre des cours de menuiserie. J'ai commencé à sortir avec des amis de l'église. J'ai mangé seul au restaurant pour la première fois de ma vie et j'ai découvert que c'est agréable. J'ai acheté une nouvelle chemise, lu 4 livres, suis allé à la plage avec Martine. J'ai souri, mais c'était un sourire triste. J'ai vécu, Thomas, pour la première fois depuis des années. J'ai simplement vécu sans m'inquiéter si quelqu'un avait besoin de moi, si quelqu'un allait m'appeler pour demander de l'aide, si je devais économiser 500 € de plus parce que tu pourrais en avoir besoin. Papa, je te pardonne, ai-je dit, et j'ai vu le soulagement inonder son visage. Mais pardonner ne signifie pas oublier, et ça ne signifie pas revenir à qui j'étais. Je comprends. Je ne pense pas que tu comprennes. Je suis retourné au fauteuil. Je me suis assis. Je vais te faire une proposition et tu vas l'accepter ou la refuser. Il n'y a pas de négociation. Il s'est tendu. Les 250 000 € que j'ai mis dans ta vie au cours de ces 3 années, plus les 90 000 € d'apport. Total, 340 000 €. Je veux un contrat reconnaissant cette dette. Papa, je ne pourrai jamais payer ça. Laisse-moi finir. Ma voix était ferme, ne laissant aucune place à l'interruption. Tu paieras 60% de ce montant sur 5 ans. C'est 204 000 €, soit 3 400 € par mois. Si tu y arrives, la dette est réglée et nous recommençons. Si tu n'y arrives pas, j'ai fait une pause. La maison sera vendue et je recevrai ma part proportionnelle de ce que j'ai investi. Et les 40% restants? Je les passerai en perte, je les considérerai comme un cadeau de père, mais seulement si tu remplis ta part. Il est resté silencieux, traitant l'information. Il y a plus, ai-je continué. Je veux reprendre contact avec Léa, mais selon mes conditions, quand elle veut me voir, pas parce que toi ou Sophie pensez que vous devriez m'inclure par obligation. Je n'accepte plus des miettes d'affection. Elle t'aime, papa, vraiment. Elle demande après toi tous les jours. Alors laisse-moi l'aimer aussi, sans interférence, sans contrôle. C'est fait. Et enfin, j'ai respiré profondément. Je ne vais pas recommencer à soutenir ta vie. Plus jamais. Tu es un homme de 35 ans, Thomas. Il est temps que tu apprennes à te tenir sur tes propres jambes. Si tu as besoin d'aide, d'une vraie aide, une urgence médicale, quelque chose comme ça, je serai là. Mais les dîners au restaurant, les sacs de créateurs, les dressings de luxe, tu les paies avec ton propre argent. Il a acquiescé, avalant difficilement. J'accepte toutes les conditions. Bien, lundi, tu iras voir M. Dupont, mon avocat. Il a déjà tout préparé. Tu signes le contrat et nous avançons. Thomas s'est levé lentement. Il semblait épuisé, mais aussi soulagé, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. « Est-ce que je peux te serrer dans mes bras, papa ?» J'ai hésité, parce qu'une partie de moi était encore blessée, saignait encore. Mais je me suis levé et j'ai ouvert mes bras. Il m'a serré comme il ne m'avait pas serré depuis qu'il était enfant, fort, désespéré, comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. « Je vais bien faire cette fois », a-t-il murmuré à mon oreille. « Je le jure. »« J'espère, » ai-je répondu, « parce que c'est ta dernière chance. » 6 mois se sont écoulés depuis cette conversation. Thomas a signé le contrat. Il a vendu la maison, n'a pas pu la garder comme prévu. Avec l'argent de la vente, il a remboursé une partie de sa dette envers moi, 140 000 €. Le reste, il le paye en versement mensuel de 2 500 €. Il a été en retard certains mois, mais il paie. Il a déménagé dans un appartement plus petit, plus simple. Léa reste avec lui pendant la semaine et semble plus heureuse, en fait.
Moins de tensions, moins de disputes. Sophie a disparu, s'est remariée. J'ai entendu dire que c'était avec quelqu'un qui a de l'argent. Évidemment. Thomas et moi déjeunons une fois par mois. Il m'appelle toutes les semaines pour voir comment je vais. Ne demande jamais d'argent. Parfois demande des conseils, et je les donne quand j'en ai envie. Léa. Oh, ma Léa. Elle dort ici tous les samedis. Nous préparons du chocolat chaud, regardons des films, construisons des trains miniatures. Et pendant ces nuits, je sens que j'ai retrouvé quelque chose de précieux que j'avais perdu, une véritable connexion. La semaine dernière, elle m'a demandé « Papy, pourquoi tu ne venais plus me voir ?» Je me suis assis avec elle, j'ai tenu ses petites mains et je lui ai dit la vérité, adaptée pour une enfant de 6 ans. Mais la vérité parce que, parfois, mon amour, nous devons nous éloigner de ceux qui ne nous traitent pas bien, pas par colère, mais par amour-propre. Et maintenant? Maintenant, les choses vont mieux, parce que ton papa a appris que l'amour concerne le respect, et j'ai appris que je peux être heureux par moi-même. Aujourd'hui, alors que j'écris ceci, je suis sur le balcon de mon appartement. Il y a un nouveau tableau sur le mur. Je l'ai peint en cours d'art. Ce n'est pas parfait, mais c'est le mien, et c'est ce qui compte. J'ai appris quelque chose en ces presque 69 ans de vie. L'amour inconditionnel ne signifie pas l'acceptation inconditionnelle du manque de respect. On peut aimer quelqu'un infiniment et encore dire non, encore établir des limites, encore choisir sa propre paix. J'ai pardonné à mon fils, oui, mais je ne serai plus jamais ce père qui s'efface, qui disparaît, qui accepte des miettes, parce que j'ai découvert que l'amour sans respect est une prison, et j'ai choisi la liberté. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si vous avez déjà dû choisir entre aimer quelqu'un et vous aimer vous-même, laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous regardez et dites-moi, avez-vous déjà dû établir des limites au nom de votre propre respect de soi? Aimez cette vidéo, abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires réelles comme celle-ci, et rappelez-vous, vous n'êtes le poids mort de personne. Vous êtes le protagoniste de votre propre vie. Prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine histoire.